Bonjour tout le monde, vous êtes en direct de la 43e foire de Bourail. Vous savez, la première mail paquet comme chaque année pour vous faire vivre cette foire au plus près sur ces 3 antennes, en télé, en radio ou sur le web. Et bien aujourd'hui, on fait comme d'habitude, on va vous présenter un petit peu, vous entendez d'ailleurs autour de nous, il y a de l'ambiance. Le concert de Mao Mao Fénois vient juste de se terminer, il a mis de l'ambiance sur la scène centrale jusqu'à il y a quelques secondes. Le vent s'est un peu levé, il y a un peu de pluie, mais ça n'entache pas du tout l'ambiance merveilleuse qui règne sur ce champ de foire pour cette 43e édition. On va rester ensemble, comme on l'a dit, sur nos 3 antennes, sur NC, la première radio, télé et web. Aujourd'hui, on va se poser la question, la Terre est-elle un filon d'avenir, avec tous nos invités? Et dans cette première heure, on va donner la parole à celles et ceux qui ont décidé de travailler la Terre. On va voir avec eux les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, le plaisir qu'ils y trouvent, et on leur posera évidemment la question de savoir pourquoi ils ont fait ce choix. Et pour en parler, nous recevons Patrick Loiseau, il est producteur de vanille bio. Isabelle Leblanc, elle, est productrice de fromage. Reynald Ouachetine, lui, est maraîcher, producteur de vanille et de miel. Et Guillaume Vama, lui, est agroforestier. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Elle est belle cette foire ou quoi? Très belle. En tout cas, merci à vous 4 d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, on va partager un petit peu vos expériences, comprendre pourquoi vous avez choisi de travailler la terre, alors dans des secteurs divers et variés. On va commencer d'ailleurs par un petit tour de table et on va donner la parole aux dames. C'est la politesse qui veut ça. Donc Isabelle Leblanc, vous êtes productrice de fromage. Racontez-nous un petit peu pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans ce domaine agricole finalement et commercial. En fait, je faisais des fromages pour moi au départ et puis on devait rentrer en métropole. Mon mari étant militaire et une amie m'a dit écoute, c'est vrai que si vous voulez rester en Calédonie, tu pourrais faire tes fromages. Et puis je me suis dit, c'est pas une mauvaise idée, mais j'avais envie de les garder pour moi, pas de les vendre. Et je me suis lancée et ça nous a permis de rester ici. Je suis très très contente. Ça fait combien de temps maintenant? Oh, ça fait 8 ans. Et il y avait des difficultés particulières que vous avez rencontrées quand vous avez dû vous lancer? J'imagine qu'il faut se former, il faut apprendre, on ne se lance pas comme ça du jour au lendemain, surtout pour faire du fromage. Normalement, en métropole, il faudrait faire des formations qui durent déjà minimum 2 ans. J'ai eu cette chance en Calédonie de ne pas pouvoir faire cette formation. J'avais de l'expérience, mais je ne l'ai pas faite, donc je vais en faire. J'aimerais progresser, faire de nouveaux fromages. Et j'ai des contacts avec des fromagers de métier qui ont plus de 8 ans d'expérience dans le domaine, qui m'aident, des techniciens. Donc quand il y a un petit souci, j'appelle. Et alors, après 8 ans d'installation, aujourd'hui, ça va, c'est rodé, vous avez votre clientèle, vous arrivez à finalement sortir un revenu de votre activité? Ça y est, depuis peu. Je suis très très contente. Ouais. Après 5 ans de marché sur le marché de Moselle et de Ducos, c'était difficile. Et là, je suis dans les magasins enfin depuis 2 mois et demi. Je suis très très contente. Alors nos téléspectateurs peuvent admirer le magnifique plateau de fromage que vous nous avez apporté. On va en parler tout à l'heure, vous allez nous détailler un petit peu quel est votre travail, comment ça se passe et puis qu'est-ce que vous faites exactement. Mais là, on va donner la parole donc à Patrick Loiseau. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes producteur de vanille bio en plus. Oui, bio, oui, c'était indispensable. Je ne conçois pas de pratiquer l'agriculture autrement que dans le respect de la terre et de la biodiversité. On va revenir sur la certification bio, comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais d'abord, vous, ça fait combien de temps que vous êtes devenu producteur de vanille? Qu'est-ce que vous faisiez avant et comment vous l'êtes devenu? De formation, je suis infirmier et j'ai été en contact par des patients en 2000, par des contacts avec des patients que j'avais en soins, que j'étais en soins à domicile, qui m'ont initié, qui m'ont montré, ils n'arrivaient plus à faire les mariages, donc ils m'ont expliqué, ils m'ont donné des boutures, j'ai planté. Petit à petit, l'idée a germé et puis en 2009 et 2010, avec mon épouse, on s'est lancé et puis j'ai construit une ombrière de 1000 m². On a planté 1000 pieds de vanille, 1000 boutures et puis de fil en aiguille, on a attendu après, ça a poussé pendant 3 ans, 4 ans. J'ai arrêté le métier d'infirmier en 2015 et depuis je suis dans la production. Votre métier d'infirmier vous a quand même permis d'attendre les 3 ans nécessaires parce que la vanille, entre le moment où on plante et le moment où on va récolter pour pouvoir vendre, il se passe minimum 3 ans. Donc le fait d'avoir un métier quand même à côté, ça vous a donc permis de pallier à cette temporalité, quoi. Indispensable. Et puis mon épouse avait un travail aussi à côté, donc ça a permis les premières années difficiles sans production, de pouvoir avoir quand même un revenu qui rentrait à la maison, puisque ça démarre pas tout de suite. La vanille, vous plantez, la première vanille à vendre, c'est 5 ans après la plantation. 5 ans. Il faut avoir les reins solides. Il faut avoir les reins solides. Ou alors qu'une activité comme la vôtre. Anticiper. Ou une activité comme la mienne, où j'avais mon cabinet, donc je pouvais faire mes horaires.
Et c'est indispensable. Sans ça, je ne vois pas comment faire, parce que Mais l'investissement est conséquent. Et puis il faut attendre, on n'a pas le choix. De toute façon, il faut respecter le rythme de la pousse de la plante. Et 11 ans après, c'est votre activité principale et encore Oui. une fois, vous sortez un revenu de cette Oui, activité. oui. Maintenant, Et j'en sors un revenu. Vous êtes où? À À Boulou-Paris? Boulou-Paris. Alors la vanille, on sait qu'il faut quand même un climat un peu humide, ombragé, Oui. pas trop ensoleillé. Oui. C'est un peu l'antithèse du climat Ouais. boulou-parisien. Non, c'est exact. Effectivement, je me suis beaucoup posé de questions. Mais Boulou-Paris, parce que ça pousse donc sous ombrière, indispensable. À Boulou-Paris, sans ça, la vanille, les vanillés, les pieds brûleraient au soleil. Il y a de l'eau en sous-sol, donc j'ai l'irrigation, j'arrose. Donc, et par contre, effectivement, il y a du soleil. Quand vous dites sous ombrière, c'est des toiles, c'est des serres, qu'est-ce que c'est? La serre, c'est de la toile ombrière, en fait, qui est perméable. Donc ça fait de l'ombre. Je pense que Guillaume Vama aura quelque chose à dire par rapport à ça tout à l'heure, lui qui est agroforestier. On va lui donner la parole dans quelques minutes, mais on va passer la parole à Reynald Wachetine tout de suite. Vous êtes maraîcher, producteur de vanille et de miel à Marais, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Vous êtes tout jeune, mais avant vous étiez il y a peu encore prof de sport. Voilà, c'est ça. J'ai été maître auxiliaire sur Marais, j'ai fait un remplacement là-haut. Et ça faisait plusieurs années que je réfléchissais au meilleur moyen de revenir vivre chez moi, à la tribu, à Courine. Et suite à des reportages, à des recherches, j'ai trouvé que revenir à la tribu par le biais de la terre, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Voilà. Donc, c'est l'héritage aussi que nous ont laissé nos vieux. Donc voilà, le travail de la terre, que ce soit de mon côté aveyronnais où mes grands-parents étaient paysans, et du côté kanak où voilà, il y avait ce travail-là de la terre et cette force-là qu'on va chercher là. Voilà. Ça fait combien de temps que vous avez eu cette idée, que vous avez commencé à planter vos premiers plants? Vous allez nous dire de quoi? Vous en êtes tout maintenant, et l'idée a germé quand? Alors entre le moment où j'ai eu l'idée où l'idée a commencé à germer, il y a eu 5 ans entre ce moment-là et le moment où j'ai vraiment commencé à donner le premier coup de couteau. Donc voilà, ça a mis du temps, mais je pense comme tout projet, on a besoin de temps pour mûrir ces projets et voir comment engager. Et une fois qu'on s'engage, c'est là que tout s'enchaîne, quoi. Voilà. Et vous aussi, votre profession de prof de sport, elle a permis finalement de tempérer entre la première graine et la production? Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai pas forcément. Là, je suis plus prof de sport, Ouais. donc je me consacre à plein temps à l'agriculture. Mais l'avantage que j'ai eu, c'est qu'à vivre en tribu, on a besoin de moins d'argent, d'accord, pour se loger, pour se nourrir, tout ça. Donc on peut se permettre, et même au niveau en termes d'investissement par rapport à notre travail, on n'a pas besoin de forcément beaucoup investir, notamment sur le foncier, où on est sur terre coutumière et le foncier est mis à disposition par la famille, par le clan. Voilà. Donc ça, c'est quand même une facilité, une opportunité, C'est vous en rendez compte? Bien sûr, ouais. Aujourd'hui, acheter un terrain et se lancer en agriculture quand on est sur terre de droit commun, c'est quoi, de privé, voilà, c'est compliqué. Ça demande beaucoup d'argent, quoi, en tous les cas. Guillaume Vama, bonjour, merci à vous également d'être avec nous. Alors, je vous ai présenté en tant qu'agroforestier. J'aurais pu dire pas mal de choses, mais je vais vous laisser vous présenter vous-même, parce qu'aujourd'hui, vous ne cultivez pas pour vous-même encore en ce moment? Si? Si. Où ça? Qu'est-ce que vous faites? Dites-nous. Je cultive sur l'île des Pins. Sur l'île des Pins, j'ai créé une structure, une société avec des cousins. Et aujourd'hui, on développe l'agroforesterie syntropique. Actuellement, je suis plus sur Nouméa en tant que consultant dans ce domaine, où j'accompagne l'Art Doumbia Caponé au développement de l'agroforesterie avec le pacte de développement durable. Et pour rejoindre Reynald dans ses propos, avec valoriser les terres coutumières. C'est un objectif pour nous de pouvoir créer de l'emploi en tribu, éviter les zones rurales et nous ramener aussi les compétences en tribu, quoi. Et des compétences qu'il y a déjà en tribu. Et puis de pouvoir créer de l'emploi. Tout ça avec le lien à la terre. Mais déjà reprendre aussi le lien à la terre. Alors, contrairement à vos 3 compagnons ici présents sur ce plateau qui sont tournés vers la terre en tant que second choix de carrière, vous, c'était dès le départ, même quand vous étiez ado, vous rêviez, vous aviez envie
de vous investir dans la culture, dans l'agriculture, c'est ça? Oui, oui, Vous êtes d'ailleurs parti faire des études spécialisées là-dedans en Europe. c'est ça. Où ça exactement? En Hongrie. Pour apprendre quoi? Pour apprendre l'entrepreneuriat agricole. C'est une chose aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je fais dans mes présentations, mes formations, j'emmène beaucoup à prendre conscience aussi de l'entrepreneuriat, parce que c'est pas facile aussi d'entreprendre dans le domaine agricole déjà, et voilà, se lancer quoi. Et une des choses que je vulgarise, c'est de ne pas avoir peur, de prendre des initiatives et d'oser créer. C'est pourquoi la plupart de mon temps, je le fais sur la Grande Terre, parce que je fais aussi des formations dans le Nord. J'accompagne cette initiative-là de oser créer, ne pas avoir peur du regard de l'autre, quoi. Et de pousser aussi à une initiative à valoriser le bio, à respecter le sol, à respecter la terre, changer aussi changer les méthodes à dire qui n'étaient pas respectueuses du vivant, quoi. Et c'est toute l'idée aussi et toute la motivation que j'ai. Je ne suis pas le seul, il y a d'autres aussi qui le font, comme Rénal. On a un réseau qui accompagne avec le réseau Protège, le projet Protège, sur lequel on s'est engagé à valoriser ce genre de méthode, quoi, plus respectueuse de la vie, quoi. On va en parler parce qu'on est là pour se poser la question, est-ce que travailler la terre est un filon d'avenir? Je pense que vous allez nous répondre oui, mais on va voir un peu ce que se cache derrière ce mais. Mais avant ça, on va faire une petite pause et on se retrouve juste après ça pour continuer cet entretien avec nos 4 invités en direct de cette 43e foire de Bourail. On se retrouve juste après ça. Je m'appelle Jackie Blom, fils, et j'habite à Bourail, Nessaliou. Le bûcheronnage, c'est un concours entre copains qu'on fait tous les ans à la foire de Bourail. Voilà, c'est des épreuves de tronçonneuse, de hache, de scie, de montage, démontage de la machine. Et après, après il y a le concours individuel, concours par équipe, de 3. Puis on s'affronte toute la journée, du samedi au dimanche. Bon, ça fait maintenant 28 ans, voilà exactement. Mon père il a commencé à la foire de Bourail en tant que participant, puis après j'ai repris le flambeau. Et en regardant les diplômes ce matin, je me suis aperçu que ça fait quand même 28 ans déjà. J'avais 19 ans. Bon, c'est pas du petit trésor, c'est des petits diplômes qu'ils m'ont donné à la foire de Bourail. Dès que je gagnais un petit concours, ben voilà. Et je l'ai revu ce matin là. 92. L'entraînement, il n'y a pas trop d'entraînement. L'entraînement, ça se fait à la maison, voilà, sur le terrain. On va aller couper un bout de bois, on va aller couper un bout de gaillac, mais on n'a pas vraiment d'entraînement à la tronçonneuse ni à l'âge. Voilà, c'est le jour de la foire de Bourail qu'on fait un petit échauffement. Et après, on fait les épreuves qui nous disent de le faire. Une année, j'étais parti avec 2 gars de Bourail, en Nouvelle-Zélande, pour la foire d'Hamilton. Et sur 15 équipes, oui, il y a bien 15 équipes, on a fini 7e. On n'avait pas trop à se plaindre. Les haches qu'ils nous ont données après la foire de Bourail, là, ils nous ont commandé des haches en Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est des haches professionnelles. Et c'est des rasoirs. Voilà, ça c'est un plateau que j'ai coupé dans un yaouli. Dans un yaouli que je fais pour un dessous de plat. Pour ça tient bien la nappe. Puis les marmites, bon, nous on aime bien manger, alors on met ce qu'il faut dessous. Celui-là, mais ça c'est un couru. Ça c'est un couru que j'ai déjà été découpé aussi. Il avait pris dans une barrière au bord d'une rivière et j'avais découpé aussi à la tronçonneuse. Il faut être en forme, du souffle et un peu de force quand même, parce que surtout le souffle. Tronçonneuse, ça va comme du beurre. Il suffit d'avoir un peu la technique pour tenir une tronçonneuse, mais tout le monde peut faire. Mais la hache, c'est autre chose. Là, il faut de la force et du souffle surtout. Un enfant du caillou, moi je suis né à Nessaliou. Les chiens bleus dans le coyote, mon flingot et mes bottes. J'aime claquer un cadavre dans les côtes. Ouais, c'est vraiment la belle vie en Nouvelle-Calédonie. Vas-y, c'est parti, mon kiki. Je suis un Calédo boy, un enfant du caillou.
comme si j'avais des ailes. Tous les taureaux ont peur de mon lasso. Ah oui, vraiment, je suis un costaud. Quand je me barre à la pêche. Et nous voici de retour en direct de cette 43e foire de Bourail, où l'ambiance est à son comble. Il y a beaucoup de monde, il y a pas mal de monde, mais ça va, il y a de la place pour tout le monde. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à faire le détour pour venir voir un petit peu cette magnifique fête. Il y a des concerts, il y a le rodéo qui va commencer à partir de 13h. Et vous le savez, chaque année, la première met le paquet pour vous la faire vivre au plus près, où que vous soyez sur le territoire, absolument sur ces 3 antennes. La radio, la télé et le web sont là. Et aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 14h et on fait le point un petit peu de se poser la question de savoir si la Terre est-elle un filon d'avenir. Et pour ce faire, on a réuni un plateau avec Patrick Loiseau qui est producteur de vanille bio, on a Isabelle Leblanc qui est productrice de fromage, Reynald Wachetine qui est maraîcher, producteur de vanille et de miel, et Guillaume Vama qui est agroforestier et qui a une parcelle mais qui est aussi consultant en agroforesterie Saint-Tropique. On va peut-être voir avec vous un petit peu plus loin ce que c'est. Alors vous êtes tous installés depuis quelques années, 8 ans pour vous Isabelle, 11 ans pour vous Patrick, vous ça fait 5 ans maintenant, Reynald, c'est ça? Ça fait 3 ans. 3 ans, et vous Guillaume? 3 ans aussi. 3 ans aussi. Est-ce que, qu'en est-il aujourd'hui de vos revenus finalement financiers? On va parler argent, on ne va pas vous demander des chiffres, mais aujourd'hui, après ces quelques années d'installation, vous arrivez à en vivre tous de ce métier correctement? Reynald? Alors, c'est compliqué parce que le choix qu'on a fait de culture, on a commencé par planter de la vanille. Quand je dis en fait, je travaille avec Wamejo Sandes et Wachetine Wejoy, donc c'est un cousin et un neveu, et on a fait ce choix de travailler ensemble. Donc voilà, c'était pour pouvoir voilà. Donc pour revenir à votre question. Parce que on l'a dit, vous étiez professeur, donc fonctionnaire, le salaire qui tombe à la fin du mois, pas de souci, tout ça. Et Ouais. travailler de la terre qui a quand même cette réputation d'être austère, ingrat, compliqué et incertain. Voilà. Donc c'est ça. Et en fait, comme on avait commencé par planter de la vanille, il était clair que les revenus, ils n'allaient pas arriver de suite. Donc on a choisi de se diversifier en se mettant dans l'apiculture. Voilà. Donc aujourd'hui, on arrive à retirer un tout petit revenu de l'apiculture, mais c'est quelque chose de modeste. Et aujourd'hui, on a réussi à avoir des partenariats avec notamment l'EPFIP et le RIL, Revenu d'insertion loyauté, qui nous permet d'avoir un petit revenu et qui nous permet de travailler, d'être concentré sur notre travail et non pas aller chercher de quoi vivre au quotidien. Alors les PFIP, juste, c'est le centre un petit peu de demandeurs d'emploi qui aide à l'insertion et à l'emploi dans les îles. C'est ça, oui. Et vous Guillaume, alors du coup, ça fait combien de temps? Vous m'avez dit 5 ans à peu près, mais vous êtes consultant. En Ouais. plus d'avoir votre exploitation, et c'est ces 2 activités qui vous permettent aujourd'hui d'en vivre. Vous n'arrivez pas à vivre clairement de votre production? Oui, parce qu'il y a la mise en place, après il y a la vulgarisation, les aides aujourd'hui qui est proposée, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'explication de la méthode, quoi. Ça prend beaucoup de temps, puis l'efficacité de la méthode. Heureusement pour le fait de se mettre en réseau avec la personne qui m'a formé, Mickaël Sansoni, qui va dans l'exemple, qui donne un exemple, quoi. Et c'est tout l'idée de s'inspirer de ce qu'il met en place et puis de pouvoir, par le projet Protège, expliquer que derrière les choix qu'on prend, le choix il n'est pas de se faire de l'argent, le choix il est de respecter la vie. C'est-à-dire que derrière tout ça, c'est très bien d'avoir de l'argent, mais si vous n'avez pas de quoi manger sur votre table ou vous avez des problèmes de santé, ça n'a pas d'intérêt, quoi. C'est une autre vision, c'est une autre philosophie et c'est notre engagement. Enfin, c'est notre engagement de notre choix, quoi. Le choix de la vie. Non, mais c'est très bien. Patrick Loiseau, ce que dit Guillaume, ça fait écho à vous, parce que vous avez absolument voulu être certifié bio, vous le disiez, pour respecter l'environnement. Est-ce que c'est finalement vous prolongez un petit peu les paroles de Guillaume? Oui, de toute façon, je n'imaginais pas, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, travailler autrement. Par contre, pour revenir sur effectivement les revenus, planter la vanille, je l'ai plantée en 2009-2010. Les premiers revenus que j'ai eus sont arrivés en 2015. Donc, et j'ai été infirmier jusqu'en 2015. Donc, parce que j'avais cette activité, ça m'a permis de lier les deux. Sans ça, avant,
je n'aurais pas pu, quoi. Surtout qu'il y a quand même un investissement assez conséquent. Donc ça peut être très compliqué. Maintenant, ça va mieux. C'est vrai que maintenant la vanille produit régulièrement, mais comme tout agriculteur, le problème, on est lié aux conditions météo. Et sujet ici, on est sujet aussi au cyclone, et à chaque fois qu'il y en a un qui se présente, eh ben on tremble. Parce que tout peut partir en une nuit, quoi. Et ça arrive à certains sur le territoire. Guillaume Vabin. C'est tout l'intérêt aussi de changer la méthode, dans le sens où la Nouvelle-Calédonie jusqu'à aujourd'hui dépend beaucoup de l'importation de produits. C'est-à-dire que si personne ne donne l'exemple, si personne ne le fait ou s'engage, on ne pourra pas valoriser notre territoire, quoi. Puis respecter la terre. Parce qu'aujourd'hui, avec les feux ou les mines, il y a tellement de... Voilà, c'est le plus gros capital qu'on fait disparaître, quoi. C'est nous qui faisons ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos engagements, c'est vrai qu'au niveau monétaire, c'est pas le cas, mais c'est pouvoir donner l'exemple. Je reprends un discours d'un politicien russe qui disait « si personne ne le fait, qui va le faire et quand ?» C'est-à-dire que c'est là où nous, il faut qu'on se pose des questions, c'est de s'engager, quoi. Vous, Isabelle, quand vous entendez ça, Isabelle Leblanc, vous êtes productrice de fromage. D'ailleurs, merci pour le magnifique plateau que vous avez concocté pour la déco de cette table, que les téléspectateurs peuvent voir. Ça fait écho, les paroles de Guillaume aussi. Vous, quand vous êtes engagé dans l'agriculture, c'était un petit peu aussi pour apporter votre touche, finalement, à cette économie, certes, mais aussi vision un petit peu, voire presque, finalement, c'est presque une vision politique, hein, de l'avenir. En tout cas, environnemental, quoi. Oui, je suis très fière parce que la ferme de Saraméa, voilà, a sa ferme, donc c'est du lait local, c'est de l'emploi local, c'est de la terre, c'est ses vaches, c'est moi avec mes petits fromages que je peux apporter sur l'île, locaux, avec du bon lait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. L'idéal, ça serait de s'autosuffire, mais il faudrait qu'il y ait plusieurs fromagers, il faudrait qu'il y ait différents métiers et protéger la terre. Mais vous avez l'impression, tous, là, de lancer un mécanisme qui va devenir absolument vital et essentiel, et qui doit d'ailleurs être vital et essentiel pour finalement devenir un filon à long terme. Vous avez l'impression d'engager cette dynamique un petit peu, Patrick Loiseau? La dynamique, elle y est, mais c'est pas nous qui sommes... On fait partie des acteurs, mais est-ce qu'on est à l'initiative de quelque chose qui va se développer plus? La terre, c'est comme on dit, c'est compliqué, ça marche pas, il faut oser, il faut y aller, il faut se lancer. On n'est pas tous... Parce qu'aujourd'hui, quand même, le climat se réchauffe, il y a de moins en moins d'eau, les sécheresses sont de plus en plus longues. Donc il faut clairement envisager, penser, anticiper ça. Et dès aujourd'hui, et c'est ce que vous faites avec le réseau Protège dont vous parliez tout à l'heure, il faut justement anticiper ça et peut-être changer un petit peu les façons de faire. Et c'est ça que vous voulez faire, c'est ça votre message dans votre action concrète aujourd'hui en vous lançant? Reynald. C'est vrai qu'on voit que l'Europe s'intéresse beaucoup à tout ce qui est transition agroécologique, notamment par nous, on est tous les deux sur les fermes Protège. Et donc l'Europe, d'une certaine manière, on peut penser qu'elle croit que c'est une solution d'avenir, l'agroforesterie, produire en respectant la nature, tout ça. Voilà. Donc nous, sur le terrain, on le met en pratique tous les jours. Moi avec mes deux associés, on essaye de dynamiser en tous les cas, juste au niveau local, au niveau de notre tribu, au niveau de Marais. Voilà. Dire qu'il y a des choses qui sont possibles, que s'ils ont envie de monter des projets agricoles, que c'est possible. Voilà. Parce que le projet Protège, donc c'est un dispositif qui a été amené ici par l'Europe. C'est-à-dire que l'Union européenne a dit, oh là là, en Calédonie, ils font n'importe quoi, il va falloir qu'on mette notre nez là-dedans pour leur expliquer comment il faut faire. C'est ça, Guillaume? Un petit peu, oui. Ah bon? Non, c'est comme disait Reynald pour la transition écologique. Ouais. C'est-à-dire qu'ici sur le territoire, il n'y a pas que la Nouvelle-Calédonie, il y a aussi Wallis et Futuna, Fidji, Tahiti. Et l'idée, c'est de pouvoir créer un réseau avec ces pays-là. Et comment nous, dans la zone Pacifique, on peut aller vers l'autosuffisance alimentaire, d'une part, et aussi accompagner dans le développement durable, socio-économique et environnemental, tout l'engagement, quoi. Alors tout à l'heure, je disais, parce que Patrick Loiseau, vous me disiez que vos vanilles étaient sous ombrière, avec des poteaux et des toiles. Vous, Guillaume, vous êtes dans l'agroforesterie. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à Patrick sur ces factions de bruyère? Parce que vous allez plus utiliser des arbres finalement pour faire de l'ombre à ces vanilles. Et vous êtes certifié bio.
Est-ce que du coup, le label bio va assez loin parce qu'on tolère finalement quelque chose qui, peut-être avec l'agroforesterie, on pourrait aller plus loin en disant on va planter des arbres pour faire de l'ombre et non pas faire des barrières en plastique ou en toile qui viennent de l'extérieur. Guillaume ? Par rapport au label bio, est-ce que le label bio va assez loin finalement par rapport... Est-ce qu'en faisant du bio, ça suffit pour aller loin dans ce que vous prônez, c'est-à-dire aller vers l'autonomie alimentaire, respecter les sols, etc. Oui, oui. Ouais. Oui, mais là, ce qu'il faudrait aussi, c'est d'accompagner plus les acteurs dans le bio. Parce que même aussi le bio sur le territoire, là, il y a pas assez d'acteurs. Il faut plus d'acteurs dans le bio. Et pour le système de l'agroforesterie, c'est vrai que remplacer des ombrières par des arbres, c'est des choses, là, c'est des initiatives. Mais ça, il faut donner l'exemple. Nous, ce qu'on prend comme exemple aujourd'hui, c'est des exemples qu'il y a en France, qu'il y a en Brésil ou d'autres pays. Si ça n'a pas été testé ici et prouvé que ça marche, enfin, voilà, il faut le faire, quoi. Moi, avec Michael et Reynald, ça peut être notre engagement dans le réseau Protège, mais entre nous, de pouvoir déjà donner l'exemple et voilà, montrer que c'est possible. Parce qu'après, c'est comme avec toutes ces personnes qui se lancent dans l'hydroponie. Si nous, dans le bio, on n'amène pas de résultats, mais voilà, mais faire des nouvelles méthodes, c'est bien, mais il faut qu'elles soient productives, il faut qu'elles donnent à manger aussi. C'est ça. Ouais. Voilà, respecter de l'environnement, respecter de la vie. Et on va revenir juste rapidement sur cette certification bio qui vous est chère. En quoi ça consiste et comment est-ce qu'on se fait certifier bio aujourd'hui sur le territoire ? Il y a, en Calédonie, pour être certifié bio, de toute façon, il y a une association qui est l'association Bio Calédonia, qui donc fait respecter la norme océanienne, la NOAB, la fameuse norme d'agriculture biologique, et qui est chargée de faire des inspections, de surveiller, de contrôler, de voir si les acteurs, ceux qui se présentent pour avoir la certification bio, répondent aux normes qui sont dans ce petit livret de la norme océanique d'agriculture biologique. Et puis, il y a un cadre. Un cahier des charges. Un cahier des charges. Il faut être dedans. Si on n'est pas dedans, on n'est pas bio. On n'est pas bio, ou alors on passe en conversion et on peut faire en sorte de le devenir. Mais c'est encadré, contrôlé et c'est indispensable. Mais c'est vrai que ce que disait Guillaume, c'est qu'on n'est pas assez nombreux, quoi. Il faudrait gagner plus, il faut encourager ça. Il faut qu'on ait plus, mais il faut encourager. Il y a déjà quand même, au niveau gouvernemental, au niveau local, on le voit, il y a des jeunes qui veulent faire du bio, c'est important et c'est effectivement, il n'y a pas d'autre solution dans l'avenir que de travailler comme ça, de toute façon. Dans le respect de la terre et dans le respect de la plante, dans le respect du vivant. Et pour produire une agriculture qui soit durable dans le temps et qu'elle devienne un réel filon d'avenir. Il est 12h43 que vous nous écoutiez en radio ou en télé. On va se poser la question après une petite pause de savoir, parce que vous avez parlé de conversion, ici autour de la table vous êtes quasiment tous en reconversion, donc quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous êtes allé au-delà, encore une fois pour peut-être être inspirant pour les auditrices, les auditeurs et les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous écoutent. On se retrouve juste après ça. Je m'appelle Nicolas Peba et je suis trésorier de l'Upramovine. C'est une association d'éleveurs qui fait toute la partie valorisation génétique et diffusion génétique sur le territoire, mais aussi à l'extérieur, et qui fait tout ce qui est contrôle de performance des animaux, de façon à pouvoir avoir un classement des meilleurs animaux par race. Et l'Upramovine fait également aussi l'amélioration génétique à travers l'insémination artificielle et le transfert d'embryons. La foire de Bourail, c'est le gros événement de l'année. Ça permet à chaque éleveur de présenter sa production, ses meilleurs animaux, et puis de les monter à la fois pour que le grand public puisse les voir, mais aussi de les faire participer aux différents concours agricoles qu'il y a tous les ans, quoi. Et la plupart du temps, c'est des critères morphologiques, donc de taille et d'arrondi, de format, pour voir comment est l'animal par rapport à son objectif en fait, de production. Et puis il y a aussi une partie sur la présentation de l'éleveur, comment l'éleveur se présente à côté de l'animal, comment le duo arrive à faire une très bonne présentation, donc ça joue aussi, quoi. Il y a l'œil de l'éleveur au départ, et puis la passion à s'en occuper tous les jours au quotidien, pour faire en sorte qu'il soit comme un athlète, en fait, le jour J, qu'il soit au top, qu'il soit le plus performant possible. Alors à côté, on a Nawimba, un taureau limousin de 3 ans et quelques, qui a été donc super champion de la foire de Bourail de 2019, donc l'année dernière. On y passe pas mal de temps quand même, de très tôt le matin en général, c'est la première chose qu'on fait en arrivant avant d'attaquer le travail.
voir si tout va bien, lui préparer sa ration, préparer la douche. Derrière le fait de défiler, ça représente du travail, du stress, de la préparation, de la génétique et la fierté de représenter l'élevage auquel on appartient et la race à laquelle on tient. Donc oui, il y a une émotion particulière à défiler à Bourail. Cette année, c'est une foire particulière sur 2 jours. Donc il y aura au niveau du campement, au niveau du déplacement, un jour de moins, mais on remercie vraiment le comité de foire et les associations de maintenir ça parce que ça nous permet à nous de nous rencontrer et de promouvoir ce qu'on fait de mieux aujourd'hui chez nous à notre petit niveau, quoi. Je suis Cindy Baronnet, donc je fais de l'élevage bovin sur la commune de Bourail. Donc je suis sur Bourail depuis une 12aine d'années. Et donc en aparté de l'élevage bovin, on fait de l'accueil touristique, donc on accueille des touristes pour leur expliquer ce qu'est l'élevage en Calédonie, pourquoi la culture du cow-boy en Calédonie, et puis voilà, cette vie que les broussards aiment tant, quoi, ici chez nous. En fait, je suis issue d'une famille d'éleveurs, agriculteurs, donc on a toujours baigné dans ce lieu-là. Et en fait, j'ai été pendant 10 ans fonctionnaire de police à Nouméa. Et au bout de 10 ans, j'ai eu envie de changer, de faire un retour aux sources. Et donc je me suis éloignée de la ville et puis je suis arrivée sur Bourail et puis j'ai monté cet élevage bovin où on travaille en famille et puis voilà, vraiment un retour aux sources. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas un métier facile, c'est un métier de tous les jours parce qu'il n'a pas de semaine de congé, on n'a pas, c'est un métier de tous les jours. Mais voilà, quand on veut, on peut. Et ce mode de vie que j'ai, en fait, pour moi, ça n'a pas de prix en fait. La particularité de l'élevage en général en Calédonie par rapport aux touristes d'Europe, c'est ce côté cow-boy, Far West, cette culture voilà, des bottines avec les éperons, le chapeau, les chevaux. C'est assez spectaculaire pour eux de voir voilà, la rentrée de bétail avec les fouets, les chevaux, les chiens, les cow-boys. Et du coup, c'est intéressant de partager ça avec eux. La foire de Bourail, c'est quand même un événement incontournable en Calédonie, pour tout le monde agricole. En fait, déjà, c'est un moment de rencontre parce que c'est le week-end où on revoit toutes les connaissances de partout, tous les Calédoniens. Et puis, depuis quelques années, on s'occupe de l'élection de Miss Bourail et Miss Foire de Bourail. Donc, c'est intéressant aussi, ça change. Et puis, pourquoi cet investissement dans la Foire de Bourail? Parce que, en fait, je fais partie de la commune de Bourail, donc je trouve que c'est bien de s'investir pour sa commune et pour ce gros événement qui a lieu. Que vous soyez en télé, en radio ou sur le web, nous sommes en direct pour vous faire vivre cette foire avec les gens qui exposent, les gens qui interviennent. Et notamment, on a réuni un plateau là pour se poser la question, la Terre est-elle un filon d'avenir? On a commencé à y répondre dans les premières parties de cette émission, mais on va continuer parce qu'autour de nous, on a un plateau où vous êtes quasiment tous en reconversion finalement professionnelle pour vous retourner à la Terre. On a Patrick, vous étiez infirmier avant de vous lancer dans la vanille. Isabelle, vous étiez décoratrice d'intérieur avant de vous lancer dans la fabrication de fromage. Renald, vous étiez prof de sport avant de vous lancer dans le maraîchage, la production de vanille et de miel. Bon, Guillaume fait un peu exception sur ce plateau car lui, dès le début, il avait décidé de se lancer dans la terre. Mais quand on parle de reconversion, une fois qu'on est adulte et qu'on veut se lancer, quelles difficultés on rencontre? Quelles sont les premières difficultés? Patrick. Les difficultés, c'est principalement le financement, d'abord, et les compétences. Savoir ce qu'on va faire, comprendre comment le faire. Après, faut trouver l'espace, la terre. Faut trouver le moyen de planter de ce qu'on veut produire et trouver des financements. De toute façon, il n'y a pas de secret. Donc financement, terre, formation. Oui. Ce serait ça? Oui. C'est les trois indispensables. Renald? Alors moi je pense que la première des difficultés c'est d'être rassuré dans ce que l'on veut faire. Et donc pour être rassuré dans ce qu'on veut faire, il faut qu'il y ait des gens qui soient en mesure de nous accompagner. Comme les enfants, je pense que comme tout projet, on a besoin d'être accompagné. S'il n'y a personne pour nous accompagner, on va se lancer dans quelque chose dont on va avoir peur. Alors que s'il y a des gens qui ont déjà fait, qui ont de l'expérience et qui t'accompagnent en te dirigeant un peu dans tes choix de culture, dans tes choix, dans tes choix, c'est peut-être plus facile. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on a fait sur notre projet. On a réussi à aller capter des gens qui nous ont permis de commencer, d'avancer, de construire quelque chose. Voilà. Et sans ces gens-là, en fait, je pense que ça aurait été compliqué de commencer. Voilà. Donc il y a l'aspect des compétences.
Et après, il y a l'aspect financier. L'aspect financier qui rentre en jeu aussi. Donc voilà, il faut trouver les moyens et les compétences pour pouvoir avancer. Et vous avez senti que les pionniers qui ont œuvré avant vous ont aidé, et vous allez aider ceux qui suivront derrière. Bien Mais sûr, ça, c'est important aussi dans ce réseau. C'est s'approprier des connaissances et pouvoir après les redistribuer. Voilà. Vous, Isabelle, vous étiez décoratrice d'intérieur. Vous avez dit non, moi je veux faire des fromages. On n'apprend pas à faire des fromages comme ça. Donc c'était une des difficultés, vous, à vous former? Non, pas vraiment, parce que c'est vrai que j'avais toujours une ferme à proximité de la maison. C'est vrai que je faisais des expériences moi-même au départ pendant des années avant de me lancer quand même à faire des fromages pour les vendre. Mais quand on vend des produits alimentaires tels que le fromage, il faut une homologation, il faut des certifications, il faut des labos aux normes, etc. Tout ça, c'est des freins à se lancer. C'est des freins. Financièrement, c'était compliqué. C'est pour ça que j'avais un tout petit labo. Je vendais que sur le marché. J'avais un petit AD, un petit agrément. Et là, avec mon mari, financièrement, on a mis du temps justement à faire un grand labo, enfin un grand labo 40 mètres carrés, c'est pas énorme non plus aux normes, qui me permet d'avoir un agrément et d'avoir 800 litres de lait par semaine pour vendre mes fromages. Je suis à la moitié de mon objectif, mais c'est déjà pas mal, je suis très contente. Alors, d'après ce que vous nous avez dit précédemment, il faut des gens comme vous pour que la filière agricole, le filon de la terre, devienne un terrain, un filon d'avenir. Il faut des gens comme vous qui se lancent, qui soient des pionniers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les institutions sont conscientes de ça et vous aident justement pour dire il faut aider ces gens-là parce qu'ils nous apportent des nouvelles idées? Alors vous, Guillaume Vama, en tant que consultant, est-ce que vous êtes sollicité par les chambres institutionnelles, la Chambre d'agriculture par exemple, ou d'autres, pour justement aider, accompagner les gens qui veulent se lancer? Guillaume. Aider, accompagner, non. C'est plutôt pour l'agroforesterie, de faire de la présentation de l'agroforesterie. Et c'est vrai que c'est ce qui manque, les cellules d'accompagnement. Parce que mes cellules d'accompagnement qui interviennent sur terre coutumière. Aujourd'hui, c'est une réalité, ça. C'est-à-dire que pour parler des difficultés, faire un acte coutumier pour projet économique sur terre coutumière, il y a quand les statuts ou la zone n'est pas claire sur le positionnement de la coutume, c'est là qu'il faut revoir les choses, quoi. C'est-à-dire que ça appartient à tous les acteurs aussi, on va dire politiques sur le territoire, de voir en fait qu'il n'y a pas seulement que dans le domaine de la terre, mais il y a plein de choses aussi, des méthodes aussi qu'il faut changer, jusqu'à voilà, tout le système, quoi, adapté. Mais alors, vous trois, quand vous avez décidé de vous lancer, de vous reconvertir, est-ce que vous êtes senti accompagné? Est-ce que vous avez senti un chemin dans la société qui était là pour vous aider, vous accompagner, vous orienter, vous former, etc. Reynald. En tous les cas, c'est pas le choix qu'on a fait. Nous, on a fait le choix plutôt d'aller vers des privés, des gens qui pratiquent cette agriculture, des gens qui sont apiculteurs pour nous aider. Voilà. Et est-ce que les provinces, elles accompagnent les futurs producteurs? Je pense que la dynamique, si on veut changer un modèle, ce n'est pas les institutions qui vont changer le modèle. C'est-à-dire que le changement de paradigme ou le changement, voilà, il va se faire au niveau local et c'est des initiatives, ça va venir des initiatives privées. Je pense vraiment que c'est ça. Et après que ces initiatives privées soient accompagnées par la puissance des institutions, pourquoi pas? Mais je ne pense pas qu'une solution, elle va venir d'une institution pour régler des problèmes locaux, on va dire. Voilà, je pense que c'est une dynamique, voir des gens qui sont dynamiques au sein des tribus, au sein des communes, et les aider, les accompagner pour que ce dynamisme aboutisse à quelque chose. Mais cette reconversion, on l'a vu, elle est compliquée, elle demande du temps. Donc si par exemple vous, Patrick, vous n'aviez pas été infirmier, ça aurait été impossible pour vous d'arriver à cette reconversion? Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et je pense que j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Ça, c'est sûr. Le métier d'infirmier me laissait du temps et effectivement des revenus financiers que j'ai investis. Et puis, quand même, je précise qu'au niveau financier, j'ai eu des aides au départ. Il y a des aides pour qu'on puisse... Il y a des aides quand même. À l'investissement, oui. J'ai été soutenu par la province au départ. Non, ça a été vraiment une... Il donne quand même des moyens. C'est important. Par contre, au niveau des compétences, de la formation, là, il faut qu'on se débrouille un peu. Je parle en termes de vanille, par exemple. Il a fallu, c'est un choix. Je suis allé à La Réunion
pour rencontrer des techniciens de vanille, de producteurs de vanille à La Réunion. C'est dommage qu'il n'y ait pas ça sur le territoire. Parce que c'est aussi de l'énergie, c'est aussi du temps passé, c'est aussi... c'est un peu compliqué. Et puis le foncier, je me suis débrouillé pour économiser, puis pouvoir acheter. Il n'y a pas de secret là par contre. Je vois que le temps passe très très vite et je voudrais quand même vous poser cette question parce que vous faites partie des gens qui s'investissent pleinement dans la Terre. Donc vous croyez en ce que la Terre soit un filon d'avenir. Pourquoi ? Guillaume, peut-être. Guillaume Vama. Parce qu'on est tous en marche dessus, voilà, ça dépend de la vie de l'humain, quoi. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que l'humanité elle est posée sur la Terre, quoi. Si on ne respecte pas la Terre, voilà, c'est tout qu'on détruit. Aujourd'hui, il y a le Covid-19, il a montré quelque chose, quoi. Si aujourd'hui tout le monde n'arrive pas à prendre conscience d'un message qui a été donné, voilà. C'est-à-dire que c'est de reprendre conscience aussi sur des nouveaux... revenir à la base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est là la difficulté. C'est de pouvoir avoir la capacité de laisser l'ego ou l'individualisme de côté et de pouvoir avancer ensemble. Et ça, c'est pour le but de l'humain, le but de la vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas assez vulgarisé, quoi. Et c'est tout ça à réapprendre, quoi. Et vous, Isabelle, vous avez remis un peu votre destin dans ce monde agricole. C'est parce que vous lui faites confiance pour l'avenir ? Oui, tout à fait, je lui fais confiance, oui. Et je pense que par la suite, il y aura peut-être des producteurs comme avant de produits laitiers qui seront sur l'île et d'autres producteurs. Je fais confiance, oui, en la terre. Vous pensez qu'on va savoir s'adapter et puis que le filon agricole soit un filon d'avenir pour les prochaines générations ? Oui. Reynald ? Alors, moi, je pense que c'est d'abord dans la manière dont l'agriculture va évoluer. Si on reste sur un schéma d'agriculture conventionnelle, on risque de causer des gros problèmes en Nouvelle-Calédonie. Quand vous dites agriculture conventionnelle, c'est celle qui est le plus répandue aujourd'hui et qui voilà, est les grandes normale, cultures, les monocultures, des choses aujourd'hui qu'on sait qui fonctionnent peut-être au début, mais qu'après, par exemple, si on doit parler de rendement, qu'au bout de quelques années, le sol est épuisé, le sol est pollué et du coup, les rendements aussi baissent. Donc voilà, moi je crois que l'agriculture, c'est un métier d'avenir. Voilà, si on fait une agriculture respectueuse de l'environnement, et je pense que les tribus sont un bon endroit où on pourrait travailler sur le développement de l'agroforesterie notamment, des choses comme ça, où il y a une grosse capacité de résilience, c'est-à-dire que la majeure partie des gens, notamment chez moi, sont agriculteurs depuis toujours. Peut-être juste travailler différemment la terre, peut-être. Voilà, des choses comme ça. Mais en tous les cas, je pense qu'il y a vraiment à aller chercher chez les jeunes en tribu une solution à ce problème. Voilà. Donc pour vous, oui, la terre, c'est un filon d'avenir, mais il faut changer l'approche, changer en profondeur. Exactement, je pense que c'est ça. Il faut une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, des hommes. Aujourd'hui, on ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Pour certains, si, mais voilà, le chemin, il y a encore du chemin à faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens ils commencent à prendre conscience qu'il y a certaines choses qui fonctionnent et il faut que ça change des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà. Patrick Loiseau, vous, même question. Vous avez remis un peu le destin entre les mains de l'agriculture. C'est parce que vous y croyez ? Pourquoi ? De toute façon, on ne peut pas faire autrement qu'y croire. C'est la terre nous nourrit, c'est la terre nourricière. On ne peut pas faire autrement. Effectivement, elle nous abrite, on marche dessus. Par contre, on est complètement dans l'irrespect total de la vie, de la biodiversité. On est en train de la massacrer. Et puis, n'oublions pas que chaque année, sur cette planète, il y a 70 millions d'humains en plus. Et il faut penser à pouvoir nourrir tout le monde. Donc comment faire, quoi. Là, il y a une équation qui est compliquée à résoudre. Eh bien, merci beaucoup Patrick Loiseau, un producteur de vanille bio à Boulou-Paris, Isabelle Leblanc, productrice de fromage du côté de Païta, Reynald Ouachetine, maraîcher, producteur de vanille et de miel du côté de Marais, et Guillaume Vama, agroforestier du côté de l'île des Pins. Merci à tous les quatre, d'une part d'avoir été là pour répondre à nos questions, et d'autre part pour les messages que vous faites passer. Vous êtes des pionniers, vous faites avancer les lignes, et vraiment on vous en remercie. Merci beaucoup. Merci bien David. Et voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. La Terre est-elle un filon d'avenir ? On continue à partir de 13h jusqu'à 14h. On va se poser des questions un peu plus au niveau de l'offre de formation. Est-ce qu'elle correspond, l'offre de formation donc disponible sur le territoire, est-ce qu'elle correspond finalement aux besoins des entrepreneurs et des agriculteurs ? On se retrouve juste après ça. Bienvenue à l'abattoir de l'Ocef à Bourail. On est là pour noter les carcasses de concours, donc on a un jury qui est composé de professionnels
professionnels de la filière. On a à la fois des bouchers, des éleveurs, des membres du personnel OCEF et bien sûr le classificateur du territoire. Ils vont devoir noter 18 carcasses de bovins, 12 carcasses de veaux, les meilleurs produits du pays. On voit qu'il y a une très belle couverture graisseuse, c'est vraiment des bêtes qui ont été sélectionnées et préparées pour le concours. C'est pas une bête que l'éleveur il a été chercher au hasard dans son pré, il a dû l'identifier il y a 1 an, voire 2 déjà, peut-être même au stade de veau, et il maximise le potentiel de son animal en le nourrissant bien, en prenant soin, etc. Pour noter les carcasses, le jury s'appuie sur plusieurs critères. La conformation de l'épaule et de la cuisse, le poids et l'état d'engraissement. On a un super persillé sur l'entrecôte, déjà elle est de belle taille et on voit toutes les petites marbrures blanches, c'est du persillé, c'est de la graisse intramusculaire, c'est super bon. Il y a quelques jolis, hein. Ouais. Ça là. Cette année, le jury est impressionné par la qualité de la viande. Il y a vraiment une évolution depuis ces dernières années, depuis qu'on a mis le bœuf extra sélection avec tous les concours qu'on fait. Je pense que les agriculteurs travaillent de plus en plus et vraiment ils font vraiment du bon boulot. Voici la carcasse qui a gagné le premier prix avec un bœuf limousin de l'élevage agricole Balande. Elle pèse 518 kg et le plus impressionnant, c'est le ratio entre le poids vif de l'animal et le poids carcasse de 69%. Nicolas Pébaille, bonsoir, vous êtes le directeur de cet élevage. Expliquez-nous, il semblerait que vous faites du bon travail. Oui, merci, oui, c'est de l'excellent travail. Ça met en avant tout le travail qui est fait tout au long de l'année par les équipes d'Agricole Balande. Donc là, c'est la station de Nansandou. Le bœuf vient de la station de Nansandou et donc ça met en avant la race limousine que nous élevons depuis plusieurs centaines d'années et ça met en avant un travail de qualité qui va se retrouver bientôt dans l'assiette du consommateur. Alors justement, mardi, cette viande sera mise aux enchères. C'est un bonus pour vous? Oui, c'est un super bonus parce que ça met en avant la production locale, ça met en avant le travail qui est fait localement avec une viande de très très bonne qualité et qu'on souhaite arriver à mieux valoriser pour qu'elle soit dégustée par un maximum de consommateurs sur le marché local. C'est comme un bon coup de fête. Surtout, je n'oublie pas les topettes sur les cailloux ou bien même dans la boue. Je m'en fous, je mets la scène n'importe où. I am a sweet car little boy and a long way from home. I'm a poor lonesome cowboy. Je suis un car little boy, un enfant du caillou. Moi je suis né à Messariou. Chien bleu dans le Toyota, mon flingot et mes bottes. J'aime claquer un cadet dans les côtes. Ouais, c'est vraiment la belle vie en Nouvelle-Calédonie. Vas-y, c'est parti, mon kiki. Je suis un car little boy, un enfant du caillou. Moi, je suis né à Messariou. Eh bien, rebonjour, nous sommes toujours en direct de cette 43e foire de Bourail. La première depuis hier enchaîne les émissions sur place pour vous faire vivre cette foire en live, en direct, avec les exposants, les intervenants, et puis aussi pour vous faire sentir un petit peu ce qui se passe. Donc là, le vent se lève, la pluie a cessé, il y a du monde dans les couloirs, dans les allées en tout cas de cette foire. Il y a une belle ambiance, il y a encore plein de choses qui se passent. Il y a le rodéo qui a dû commencer depuis tout juste 4 minutes et qui va durer tout l'après-midi. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à faire le détour pour venir apprécier cette 43e édition de la foire de Bourail qui, d'après tout ce qu'on nous a dit depuis hier, est un excellent cru. Donc n'hésitez plus si vous hésitiez. Voilà. Et aujourd'hui, jusqu'à 14h, on va continuer à se poser la question, la terre, le travail de la terre ou le travail agricole est-il un filon d'avenir? On le sait, la terre est un outil de production et une ressource essentielle à un pays qui vise à être autonome au niveau de sa production alimentaire et aussi par fait un enjeu économique d'envergure. Pour l'utiliser à bon escient, il faut des bras, il faut des cerveaux, il faut une vision. Est-ce que cette filière attire les jeunes? Quelle offre de formation est-ce qu'elle correspond aux besoins des entrepreneurs et des consommateurs?
Voilà, c'est les questions qu'on va poser aujourd'hui à nos invités. On reçoit Xavier Benoît, il est président de la FINC. Yannick Couette est directeur de la Chambre d'agriculture. Guy Moulin, lui, est maraîcher, ex-patron d'une grande société laitière. Et donc Marie-Noëlle Aïssobéry, qui est directrice du lycée Michel Rocard. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. À Bourail, ça va toujours bien. Alors je l'ai dit, il paraît que tout le monde est très content de cette foire. Vous, depuis hier, vous passez un bon moment, vous en êtes content ? Xavier Benoît. Oui, aujourd'hui, en plus, c'est effectivement en plus la phase finale de la semaine de l'industrie qu'on a découlé cette semaine, avec des visites d'entreprise toute la semaine, et puis depuis 2 jours, effectivement, des stands avec des industriels qui s'exposent, que ce soit dans les différentes filières, notamment la filière agroalimentaire, et donc un bel événement. Et vous, Yannick Couette, en tant que directeur de cette chambre d'agriculture, elle est belle cette foire ? C'est une belle édition ? Oui, une belle édition, un moment fort, toujours très, très content de participer à un moment comme ça, qui est l'événement majeur pour le monde agricole, pour la foire. Et effectivement, beaucoup de rencontres entre les professionnels et les décideurs. Donc il y a des avancées significatives, on est content. Oui. Bon, je pense que ça fait consensus. Cette 43e foire est une belle réussite. Et on en profite pour d'ores et déjà remercier absolument tous les organisateurs, les bénévoles qui font que cette foire perdure dans le temps et a été encore un grand succès aujourd'hui. Mais on va tout de suite basculer sur le sujet de notre émission. La terre, le travail agricole est-il un filon d'avenir ? Est-ce que ça intéresse encore les jeunes ? Et quelles formations sont disponibles sur le territoire ? Et est-ce qu'elles correspondent finalement aux demandes des entrepreneurs et des agriculteurs ? Marie-Noëlle Aïssobéry, vous êtes directrice du lycée Michel Rocard. Oui. Quelle est l'offre de formation que vous proposez ? Quel niveau et dans quel champ de compétences ? Alors, sur le lycée, on ne parle que des filières agricoles, puisque c'est la thématique. Nous formons du CAP au BTS. Donc, que ce soit dans le champ production animale, production végétale, aménagement paysager et également service aux personnes et au territoire. Voilà, donc nous avons cette offre de formation. Nous avons des classes de CAP horticole sur le lycée du Mont d'Or et les autres formations sont localisées à Pointe-Boute, en formation scolaire. Mais également, nous avons aussi des formations pour adultes, puisque nous avons 2 centres de formation pour adultes, pour des formations qualifiantes, diplômantes. Je vois, vous avez un pot de miel sur la table. Nous avons les papiers pour le vent. Des formations en apiculture, entre autres, et puis sur toutes les demandes des professionnels. Et est-ce que les jeunes aujourd'hui, on va plutôt revenir parce que vous avez parlé d'auxiliaires de vie. Quand on parle finalement de formation agricole, on parle de formation au métier de la ruralité. Donc ça va plus loin que simplement apprendre à planter des patates, quoi. Tout à fait. Nous avons toutes les formations autour des métiers de la ruralité, du territoire, que ce soit du service à la personne, parce qu'en Calédonie, ça se développe. De plus en plus, les aînés ont besoin de soins. Donc nous avons des formations, un bac professionnel, service aux personnes au territoire. Et donc il ne faut pas voir le lycée agricole seulement dans les métiers purement de production agricole. C'est beaucoup plus large. Alors là, vous avez parlé, pour représenter un petit peu le vice-rectorat, ce qui se passe dans les filières... Oui, attention, là, c'est le lycée agricole est sous deux tutelles académiques, à la fois le ministère de l'Agriculture et le vice-rectorat. Et au vice-rectorat, nous avons des formations générales, secondes, ce que l'on connaît, piques et professionnelles dans le champ de l'industrie et de la mine. Et c'est pour ça qu'on a l'occasion de se rencontrer avec monsieur autour des métiers de l'industrie. Voilà. Et là où je voulais en venir, c'est que là aussi, également, il y a des formations qui sortent du cycle scolaire, organisées notamment par la Chambre d'agriculture et d'autres partenaires, avec le CFPPA, c'est ça, au niveau de la Chambre d'agriculture ? Alors, la Chambre d'agriculture gère aujourd'hui l'alternance, la formation par alternance d'un niveau CAP. Ce n'est pas le CFPPA qui gère aujourd'hui, mais c'est un partenaire du monde agricole pour la formation pour adultes, les CFPPA. Donc c'est complémentaire. Donc on est sur la partie alternance, mais qui se focalise uniquement sur des formations CAP actuellement, avec 2 sections, travaux paysagers et production horticole. Et après, il y a aussi d'autres lycées agricoles, d'Oneva notamment, qui interviennent dans le milieu agricole. Il y a les MFR. Donc il y a toute une palette de formations, plus adultes, dont nous disposons. Par exemple, on parlait avec Guy Moulin tout à l'heure du certifito, par exemple. On dispense des formations certifito aujourd'hui pour être
répondre aux besoins des agriculteurs sur tout le long de leur parcours du scolaire jusqu'à l'agriculteur confirmé. Alors on entend sur vos propos les chansons, je crois reconnaître la chanson des Fegoritano, je pense, quelque part, qui doivent jouer quelque part sur une scène. On les entend donc sur cette antenne. Est-ce que les formations, on va se tourner de la part du côté des représentants patronaux, on va dire, est-ce que les formations offertes sur le territoire, elles correspondent quand on est patron? Est-ce qu'on a des jeunes qui sont suffisamment formés et avec une formation qui est adéquate par rapport aux besoins et à la demande que vous pouvez avoir? Moulin. Oui. Moi, je vais être peut-être un peu dur, voire un peu méchant. Ça fait 45 ans que je suis là. On est gros employeur agricole, hein, on a 70 personnes. Je n'ai jamais vu un titulaire de bac ou de, je ne sais quoi, de sortie de l'école du lycée de Pointe-Boud venir demander du travail. Alors, je sais qu'ils en trouvent hein, dans les administrations, les provinces, etc. Nous, on n'a jamais vu. Pourtant, on en a besoin, mais on n'en a pas. Donc on est très gros pourvoyeur d'emploi avec du personnel, notamment mélanésien, qu'on forme nous-mêmes. Mais je veux dire, des gens qui sortent de l'école, qui ont été faire un apprentissage, j'en ai jamais vu. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, après bien des années, 45 ans de métier, je peux dire que je ne sais pas où ils vont, mais c'est probablement une question qu'il faut se poser, c'est-à-dire que c'est bien de donner de la formation, c'est bien qu'ils la fassent, mais à l'issue de ça, est-ce que le retour, c'est bien chez l'agriculteur? Ça serait peut-être à voir, à auditer, pour savoir combien ont été chez des agriculteurs. Ça, je ne le connais pas, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, voilà, c'est chez moi, peut-être pas forcément l'exemple, mais je veux dire, on n'a pas de retour. Alors, il y a des formations, il y a peut-être des gens formés, mais qui vont ailleurs. Alors, chez les agriculteurs, beaucoup de stagiaires aussi, mais on ne les revoit pas. Ils font un stage, 2 stages, 3 stages, puis ils vont leur cursus, et puis après, voilà, on les voit plus. Des fois, on dit, bah tiens, c'est bien, celui-là, il viendra peut-être nous demander du boulot. On va approfondir cette question, mais vous avez parlé des agriculteurs, mais on va se tourner, on va voir si c'est le même cas. Si vous, Xavier Benoît, en tant que président de la FINC, est-ce que les entrepreneurs, les industriels, finalement, tirent un peu le même constat? C'est un constat qui est assez constant hein, aujourd'hui par rapport aux formations qui sont dispensées en Nouvelle-Calédonie. C'est effectivement le suivi des jeunes qui sont formés pour s'assurer qu'ils vont dans les filières identifiées et notamment pour s'assurer qu'il y a adéquation entre la demande et l'offre. Donc ça, c'est un sujet récurrent et on a une difficulté en Nouvelle-Calédonie sur cette question-là. C'est le suivi des diplômés. Effectivement, en matière d'observatoire de l'emploi, on n'est pas très efficace sur cette question. Et pourtant, on sait que c'est une question majeure puisque il y a beaucoup d'organismes de formation qui ont fait des efforts pour essayer d'adapter la nature des formations aux besoins des entreprises, mais on a encore un chemin à parcourir qui est important. Moi, je voudrais juste insister sur cette question, sur l'envie. Je crois qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin dans les entreprises, c'est des jeunes qui ont envie. C'est important. Et en face, d'avoir des employeurs qui sont capables de faire confiance aux jeunes. Donc c'est, je pense, l'alchimie qu'il faut qu'on arrive à trouver et qui est compliquée à trouver aujourd'hui. On pourrait parler longuement des générations X, Y, Z et cette difficulté à intégrer des jeunes dans l'entreprise. Je pense que le modèle du travail est en train d'évoluer. La crise sanitaire qu'on vient de vivre, pas que en Calédonie, dans le monde, elle est en train d'accélérer des phénomènes de manière importante. Et il faut qu'on travaille à créer cette alchimie entre l'envie du jeune. Un jeune qui n'a pas envie, il peut avoir la meilleure formation du monde, ça ne fonctionnera pas dans l'entreprise. Et la capacité des employeurs à faire confiance et à faire confiance différemment de la manière dont on le faisait il y a 10, 20 ou 30 ans dans les entreprises. Donc on a vraiment un enjeu de formation qui est important. C'est vrai sûrement pour l'agriculture, c'est vrai pour l'industrie et particulièrement pour l'industrie agroalimentaire. Marie-Noël Aïssobéry, directrice du lycée Michel Rocard, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Alors nous avons des chiffres sur l'insertion professionnelle de nos sortants, qui est à peu près de 83% en filière agricole. Donc 83% de nos jeunes s'insèrent dans le milieu agricole. Il faut dire aussi que le travail évolue, les attentes des jeunes aussi évoluent. Et maintenant, quand on part dans un cursus bac pro, autrefois, on s'arrêtait au bac pro et on travaillait. Maintenant, sur une classe de 24 jeunes, nous avons presque 3/4 des élèves qui poursuivent leur formation en BTS. Et en BTS, qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils ont eu leur BTS,
ils poursuivent en licence professionnelle. Donc c'est vrai que les entreprises attendent aussi des jeunes de mieux en mieux formés. Et c'est pour ça que peut-être ce sentiment des professionnels de ne pas avoir de jeunes sortant avec un bac pro, parce que c'est maintenant de plus en plus rare qu'un jeune directement se présente sur le marché du travail. Alors en industrie, nous avons 2 BTS autour de la maintenance des engins de mine et pilotage de procédés pour les entreprises. Là, cette année, tous nos jeunes sont en stage dans de grandes entreprises et 95% de la promotion est déjà casée chez leur maître de stage. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Ça veut dire, pour revenir à vos chiffres, 85% qui sortent de votre lycée, c'est avec un diplôme dans le monde de l'agricole. Pourtant, les agriculteurs ont du mal à trouver des personnes. Vous dites qu'ils continuent les études. Ça veut dire que les jeunes sont intéressés par le monde agricole, mais ne veulent pas mettre les mains dans la terre? Ah, c'est pas ça. C'est qu'on s'aperçoit maintenant. Alors, les CAP arrivent à trouver du travail et sincère. On a des jeunes chez Pacifique Jardin, dans des grandes entreprises calédoniennes ou sur des exploitations agricoles. Mais c'est vrai que le souhait des jeunes, le souhait également des parents, c'est que leurs enfants poursuivent des études. Et un bac pro avant s'arrêter, et maintenant il va jusqu'au BTS. Yannick Couette, vous voulez réagir sur ces propos au niveau de la Chambre d'agriculture, qui aussi propose des formations un peu différemment, mais oui, alors ce que dit Guy, c'est pas faux. Les agriculteurs sont en demande de main-d'œuvre formée. Ils n'en voient peut-être pas forcément beaucoup qui arrivent. Je pense que c'est pas faux, ça c'est sûr. Ce qui est certain, c'est que par exemple sur l'alternance, on a des petits effectifs. Il y a 2 sections CAP. Les gens qui vont jusqu'au bout du cursus. Déjà, il y a beaucoup de pertes en cours de formation. C'est pas évident de garder les jeunes sur ces métiers qui sont exigeants. Par contre, ceux qui vont jusqu'au bout du cursus et qui sont diplômés n'ont pas de problème pour se réinsérer. La plupart, même, ils sont embauchés par le maître l'alternant, le maître d'apprentissage, on va dire. Mais on est sur des petits effectifs et ça ne répond pas forcément aux besoins globaux des agriculteurs. Il s'avère qu'après, sur les formations bac, et ils ne s'arrêtent pas au bac, ils vont au BTS. C'est évident, et je suis complètement d'accord aussi avec Guy, c'est que peu de gens se retrouvent dans le salariat agricole avec des BTS. Très longtemps, ils ont été dans l'administration, dans les différentes administrations. Maintenant, ça va être plus difficile, c'est plus compliqué. Et on a certains qui s'installent aussi. On a des cas qui s'installent. Voilà. Donc après, sur le salariat, pour répondre aux besoins, oui, il y a une demande qui est pas satisfaite. Voir comment on peut y travailler, c'est un vrai sujet. Justement, donc là, on a posé un petit peu le constat. On va revenir dans la deuxième partie de l'émission, voir s'il y a des solutions, si des gens ont des idées, voir un petit peu ce qui se fait pour essayer de pallier ceci. Mais on va d'abord faire une petite pause et on se retrouve juste après ça. Et c'est vrai. La foire de Bourail, c'est le rendez-vous des passionnés du monde agricole. Du bovin d'une tonne à la poule de 2 kilos. Ici, vous découvrez les plus beaux animaux du pays. Cette oie est peut-être pour vous banale, pourtant c'est l'héritage de plusieurs années de travail. Je vous propose de découvrir l'homme qui se cache derrière tout ça. Bienvenue à Nécou, à la sortie nord de Bourail, chez Christophe Puech, éleveur d'oies. C'est l'oie de Guinée. Voilà, c'est, on va dire, mes plus beaux produits. Cela fait 15 ans que ce passionné tente d'obtenir une oie parfaite, répondant aux critères des standards de la race. Et c'est loin d'être facile. À force de sélection, sur 2 générations, il sort des becs noirs et plus trop de défauts. Donc du coup, il ne me reste plus qu'à travailler la bosse. Car cette oie doit avoir une bosse assez haute, ronde, avec un liseré blanc autour du bec et la bonne couleur. Ses espoirs pour améliorer ses bêtes sont là. Les oies ne pondent que 6 à 8 œufs par an et ne sont pas de très bonnes couveuses. Alors Christophe met toutes les chances de son côté. La difficulté, c'est de partir d'une oie qui est complètement croisée et la ramener à un standard de la race. Ça, c'est le plus compliqué. Parce qu'on n'a pas de souche pure en Calédonie et c'est difficile à ramener à la génétique de base, quoi. Un travail de passionné, mais indispensable pour la préservation de ce palmipède. Plus on va ramener à la génétique
avec de la sélection, plus on va avoir une race forte qui va rester, justement pour qu'elle perdure cette race. Sinon, elles vont disparaître. C'est la super championne dans sa catégorie et c'est une poule de Christophe Puech. Bonsoir, vous êtes commissaire avicole. Alors c'est à Bourail que votre passion pour les animaux de la basse-cour est née. Ici, dans ce pôle, il y a une dizaine de passionnés comme vous. Mais qu'est-ce qu'il en est de la relève? C'est assez compliqué à intéresser de jeunes éleveurs. On aimerait bien en avoir plus, mais voilà. S'il y en a des passionnés, on les attend, ils peuvent venir. On attend que ça, avoir des jeunes recrues. Pourtant aujourd'hui c'est un peu tendance d'avoir des poules chez soi. Oui, tout à fait. Plein de gens reviennent un peu, c'est un peu un effet de mode. Mais des vrais passionnés pour faire de la sélection ou autre, c'est un autre type d'élevage. Donc c'est plus compliqué. Merci. Avec le soleil, sur mon cheval je mets la selle. Je galope comme si j'avais des ailes. Tous les taureaux ont peur de mon lasso. Ah oui vraiment je suis un costaud. Quand je me barre à la pêche, c'est comme un bon coup de fête. Surtout je n'oublie pas les topettes. Sur les cailloux, ou bien même dans la boue. Je m'en fous, je mets la scène n'importe où. I am a sweet car little boy, and a long way from home. I'm a poor lonesome cowboy. Je suis un car little boy, un enfant du caillou. Moi je suis né à Messalieu. En direct de cette 43e foire qui bat son plein, il y a encore plein de monde dans les allées. Le rodéo a commencé depuis une vingtaine de minutes, il y a encore plein de belles choses à découvrir et à faire, donc n'hésitez pas si vous êtes dans le secteur à faire le petit crochet nécessaire pour venir nous voir. Et vous le savez, la première Mets le Paquet pour vous la faire vivre cette foire en télé, en radio ou sur le web. Et là on a un plateau d'invités avec qui on se pose la question de savoir est-ce que la formation finalement disponible sur le territoire correspond-elle aux besoins des entrepreneurs, des agriculteurs. Alors Guy Moulin, pendant la petite pause, vous nous disiez que vous, finalement, l'intégralité de vos employés, ce sont des gens qui ne sont pas issus du cursus scolaire, ils n'ont pas été formés, mais des gens que vous avez formés sur le tas. Oui, je vais essayer de m'expliquer et puis que les choses soient claires. Je ne remets pas en cause la formation. Je dis simplement que les gens qui vont faire un cursus en formation dans des écoles spécialisées, lorsqu'ils sortent de l'école, leur premier souhait, c'est d'aller vers des administrations, collectivités, etc. Parce que c'est pas de venir. Donc actuellement, comme il n'y en a pas beaucoup, ou alors parce que c'est des enfants de propriétaires, tout ça, ils trouvent du travail. Nous, on n'a pas le retour, c'est-à-dire je n'ai vu personne se présenter. Alors ça va peut-être venir, parce que quand à un moment donné les administrations seront remplies, on va peut-être venir. Mais le souhait, c'est de dire à un moment donné, quand on est comme ça dans une exploitation assez importante, il faut une pyramide avec des gens qui soient à la tête, qui soient un capitaine, des lieutenants, etc. pour pouvoir diriger ça. Et là, aujourd'hui, en ce qui me concerne, je suis l'homme orchestre, je m'occupe un peu de tout, mais pas parce que je le veux, c'est parce que je n'ai pas sous la main de personnel comme ça. Donc longtemps, j'ai imaginé faire venir de métropole des personnes. Je ne le fais pas parce que ce n'est pas dans mon esprit calédonien. Je me dis, mais on va se marcher sur la tête. Ça serait quand même bien de trouver, parce que dans les stagiaires, j'ai trouvé, devenant de Point-Bout, des gens dont je pensais que le profil correspondait tout à fait à ce que je voulais. Mais sauf que quand il a fini son cursus scolaire, j'apprenais qu'il était, il y en a à la Chambre d'agriculture aussi, voilà, ils y vont. Mais je ne leur en veux pas, parce que quelque part, ils cherchent à avoir, c'est normal, ça c'est humain, chez l'élève ou le nouveau salarié, il cherche à avoir quelque chose qui soit mieux que ce que pourrait lui donner un agriculteur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que évidemment, je ne sais pas ce qu'on fait. Moi, je pose la question en disant
penser à ça, c'est-à-dire on ne remet pas en cause le système de formation, mais on se dit, une fois que les gens vont être formés, est-ce qu'il faut qu'ils s'adressent? Alors, je ne sais pas, ils ne s'adressent pas. Donc pour le moment, je ne peux pas dire qu'il y en a un qui est venu et qui n'était pas bon. J'en ai pas eu. Donc quand on n'en a pas, on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas bons. Stagiaires, je les trouvais excellents, mais après, ils échappent à un marché. Alors je ne sais pas s'il y en a, c'est ce que je demandais. Et alors, la FUT, elle est identifiée par quoi? C'est la stabilité du salaire, stabilité de l'emploi, le salaire qui est plus conséquent, le travail qui est moins dur. Pourquoi est-ce que les jeunes finalement vont plus aller vers l'administration alors qu'à la base ils voulaient aller vers l'agriculture? C'est aussi, il ne faut pas se voiler la face, hein. C'est aussi les conditions de travail, le salaire. Monsieur disait, quand un jeune, un BTS sort et qui voit les salaires proposés, que ce soit par la Chambre ou par les provinces, et puis aussi, il y a aussi une poursuite de carrière. Ils savent qu'ils peuvent monter, qu'ils peuvent évoluer, et peut-être qu'ils n'ont pas encore perçu ça dans les entreprises. C'est à nous aussi de travailler conjointement. On a fait un gros travail avec notamment l'élevage, hein, la fédération, pour essayer de mieux répondre aux besoins des professionnels. On le fait aussi avec l'industrie. Mais c'est vrai que les jeunes sont un peu peut-être découragés par les salaires proposés et les conditions de travail. Est-ce que les entreprises aussi ou les agriculteurs ont leur rôle à jouer finalement en proposant des conditions peut-être ou une attractivité supplémentaire par rapport au poste et au travail qu'ils proposent? Xavier Benoît, président de la FINC. Il ne faut pas se leurrer, le phénomène qu'on décrit, c'est espèce de... On se fait siphonner les emplois par des structures qui peuvent être évidemment des collectivités, mais aussi certaines grosses entreprises. Hein. Je veux dire que l'effet KNS Vallée, il a été dramatique dans l'industrie de transformation calédonienne. On s'est fait siphonner et on ne peut pas combattre. On peut pas combattre. Dire que aujourd'hui, dans une entreprise qui va vous proposer un 13e mois, un intéressement, etc., l'entreprise de transformation, sauf à changer son modèle économique, elle ne peut pas lutter contre ce modèle. Donc on a aujourd'hui une question, vous demandez qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Il y a une vraie question de politique de l'emploi en Calédonie. À nouveau, je le redis, hein, on est à un tournant de notre modèle. Aujourd'hui, si vous posiez la question en début d'émission, est-ce qu'il y a un avenir, est-ce qu'il y a un besoin de formation dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire? Alors je veux dire aujourd'hui, deux fois oui. On sait qu'on va relocaliser, dire qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez évident, on ne sait pas comment encore, mais on va sûrement vite le trouver en Nouvelle-Calédonie. Mais ça veut dire qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Demain, travailler dans une compagnie aérienne internationale, il y a peu de chances que j'ai un grand avenir. Donc ça veut dire que les salariés qu'on a dans ces entreprises, dans ces structures, comme celles qui sont dans du tourisme international, il va falloir les rediriger vers d'autres métiers. Et donc, par exemple, vers l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc la politique de l'emploi, alors c'est pas la politique, c'est les politiques de l'emploi, parce qu'en Calédonie, quand on parle d'une politique, il faut les 3 provinces plus la Nouvelle-Calédonie. Donc les politiques de l'emploi, elles vont devoir accompagner pour qu'on puisse amener ces salariés d'anciens métiers vers des nouveaux métiers. Donc là, il y a un sacré boulot à faire. Et puis, il faut qu'on se pose en Calédonie la question du niveau des rémunérations. Et j'ai pas d'état d'âme, hein, aussi bien au niveau des collectivités que des entreprises. Parce que tant qu'on n'aura pas un équilibre entre les deux, effectivement, ça ne fonctionnera pas. Et on se fera siphonner et on n'y arrivera pas. Et on dira, au bout de 45 ans, j'ai toujours pas réussi à recruter les personnes qu'il me fallait. Est-ce que ça pourrait commencer par une remise en question du SMAC, par exemple? Oui, mais moi j'ai... Alors le SMAC, juste pour préciser... Non, mais j'ai bien conscience de ça. Mais quand vous êtes agriculteur, ça veut dire que vous travaillez au minimum 9 heures par jour, qu'il faut parfois travailler le samedi, que les choses sont difficiles. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque le gars va pour faire de l'agriculture, il faut qu'il sache ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un bureau, dans un travail de bureau. Oui, mais est-ce que c'est normal qu'il touche 30% de moins quasiment que quelqu'un qui va travailler dans un autre... Je ne sais pas si aujourd'hui... Non, mais aujourd'hui, un cadre en agriculture ne va pas toucher le SMIG. Le SMIG ou le SMAG, c'est le minimum qu'on peut donner à un employé agricole. Mais chez moi, par exemple, tous les employés ne sont pas au SMAG. Donc ça veut dire que quand ils viennent, le problème c'est qu'ils ne sont pas venus, donc je ne peux pas dire, mais dans leur tête ils doivent se dire c'est pas la peine que je vais aller parce que ça ne va pas payer autant ou il n'y aura pas autant de sécurité qu'ailleurs. Mais à un moment donné, si vous voulez que la formation arrive
vers ceux qui sont intéressés, c'est-à-dire les agriculteurs, il va bien falloir que vous annonciez, c'est-à-dire sur la table on dit, ben, écoutez, quand vous aurez fini votre cursus scolaire, je ne sais pas, si on estime que le gars il commence à 200 000 ou à 220 000 ou à 230 000, c'est dit, nous on le sait et l'élève le sait. Mais si demain on dit vous allez faire un cursus scolaire pour être agriculteur dans le truc et que vous n'allez pas en agriculture, enfin, ils vont en agriculture pour aider par vers une collectivité. Ça veut dire que quelque part on aura, notre secteur en tout cas, on n'aura pas. Donc on sera toujours obligé de faire la propre formation. Moi chaque année je donne 500-600 000 balles ou 700 000 je crois cette année à la formation. Alors, vous savez, parce que bon, la formation, je la fais, mais bon, je ne la déduis pas. C'est nous qui faisons notre formation sur le tas. Ça marche, j'ai des employés depuis 10 ou 15 ans, ils savent quoi faire. Mais là, je parlais de ceux qui sont capables d'avoir une formation élevée, un BTS. Ceux-là, je ne les vois pas. Alors... Et je pense qu'ils ne viennent pas parce que, dans leur tête ou quelque part, ils doivent penser que c'est moins intéressant que ce qui... Ça, c'est un gros problème qui se pose non seulement pour l'agriculture, mais quand la fonction publique se présente par rapport à une industrie quelconque, demandez à n'importe quel employé s'il préfère aller travailler dans une administration ou venir travailler dans le privé. Ça va être clair, hein, il ira, comme le disait tout à l'heure Yannick Couette, c'était qu'on vient là quand, par défaut. Parce que sinon, d'abord, l'employé, il est pas bête, il cherche d'abord son intérêt. Hein. Xavier Benoît voulait réagir. Deux choses. La question du SMAG, oui, enfin, ça fait 10 ans que la question elle est sur la table et que tout le monde est d'accord au niveau patronal, en interprofessionnel. Tout le monde a dit oui. Il faut qu'on arrive à ce que le SMAG soit au même niveau que le SMG. Maintenant, c'est comment on fait. Comment on fait pour accompagner? Donc ça, c'est une question et ça fait partie de ces questions sur la politique de l'emploi qu'il faut qu'on modifie. Et il faut y passer. À un moment, il faut y passer. Et la deuxième question, hein, sur la dernière remarque de M. Moulin, hein, sur cet écart entre les niveaux de rémunération dans une collectivité et dans une entreprise, qu'elle soit agricole ou industrielle. Donc, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas continuer. En Calédonie, il y a un décalage entre l'emploi public et l'emploi privé qui n'est plus acceptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une suradministration en Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas continuer comme ça. Et en plus, ça a des effets pervers, comme on vient de le montrer, sur l'envie pour un jeune ou pour un salarié plus généralement d'aller dans une entreprise plutôt que d'aller dans une administration. Et ça, il faut qu'on inverse la tendance. Et ça fait partie des deux urgences, à mon avis, que l'on a pour modifier nos politiques de l'emploi. Quand les jeunes arrivent chez vous au lycée de Michel Rocard et qui veulent se lancer dans une filière agricole, c'est quoi leurs ambitions, leurs objectifs? C'est déjà de se dire on va aller dans l'administration? Non, du tout. Ça vient au cours de route. Le jeune qui arrive chez nous, c'est parce que soit ses parents sont agriculteurs, ou soit parce qu'ils ont de la famille, ou ils ont travaillé au champ, ils ont cette envie de mettre les mains dans la terre, ça c'est sûr. Un jeune qui sorti du collège ne se projette pas, le SMAG, etc., ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et certains, beaucoup restent dans le milieu agricole. Après, c'est vrai que suivant les stages, puisque sur un bac professionnel, par exemple sur 3 ans, ils ont 22 semaines de stage à faire, hein. Ça fait à peu près un mois de stage par an. Et suivant leur lieu de stage, ils découvrent des entreprises et très souvent ils restent dans ces entreprises. On le voit à la foire de Bourail, on rencontre tous nos anciens élèves qui travaillent dans le secteur agricole. Mais c'est vrai qu'au niveau des techniciens supérieurs, ils se font happer par l'administration. Par contre, pour répondre aux besoins des agriculteurs, au mois de septembre avec la Nouvelle-Calédonie, il y a une formation pour adultes qui commence, un brevet professionnel en horticulture et maraîchage pour former des travailleurs, mais qui sont susceptibles après d'encadrer des salariés. Donc là, ça va commencer au mois d'octobre, une formation diplômante sur 9 mois. Et j'espère, monsieur, qu'on vous en enverra en stage et que vous trouverez un bon professionnel dans notre cohorte de futurs formés. Yannick Couette voulait réagir, on vous écoute. Vous êtes directeur de la Chambre d'agriculture. Vous donnerez la parole après, Guy. Oui, le challenge, il est évidemment de
que les gens qui sont formés dans les différentes structures formation agricole aillent directement à la production. C'est un challenge. Ça va changer puisque le contexte de l'emploi se durcit. Juste pour rappeler que nous-mêmes, alors les organisations professionnelles, il y a la production. Guy est un producteur, donc la production a du mal à avoir des gens diplômés qui viennent dans leur structure. Les organisations professionnelles ont du mal à avoir ce profil-là aussi. Nous-mêmes, Chambre d'agriculture, on avait souvent du mal à avoir des gens puisqu'ils étaient happés par les collectivités publiques, les provinces. Donc ce schéma-là est en train de changer. Donc effectivement, et je dirais que beaucoup de gens qui se forment à un niveau d'encadrement, qui pourraient être à l'encadrement, ils jouent, et ça peut se comprendre, ils jouent un peu la sécurité pour faire leurs armes dans des administrations, des organisations professionnelles ou des collectivités, pour après s'installer. C'est-à-dire qu'on en voit souvent quand même des gens qui ont un niveau d'études BTS, ils sont techniciens, et puis après, ils ont une période de salariat, et après, ils s'installent en agriculture pour être chef d'exploitation. Et c'est vrai que le stade, aller directement de la formation en tant que sur une exploitation agricole et être chef d'exploitation être salarié, c'est dommage, ça manque. Il faudrait qu'on arrive à trouver les leviers pour ça. Effectivement, c'est un vrai besoin. Ouais. Guy Moulin, vous voulez réagir? Peut-être juste une idée, hein. Vous savez, une idée, je l'avais lancée la dernière fois lorsqu'on demandait par exemple dans un bassin de production pour autre chose, mais ça pourrait être une idée qui est pareille. Il nous faut des structures de logement, un genre de foyer, parce que ça aussi c'est un problème. Les gens ils viennent de partout, ils n'ont pas de logement, ils peuvent pas. Donc on les paye déjà pas trop cher, hein, on va dire, et donc en plus il faudrait qu'on leur demande d'aller chercher un logement. Le prix du logement va presque valoir le salaire qu'ils touchent. Donc déjà, il faut penser à ça. Et là, dans la même idée, c'est de dire, c'est à partir de l'école, à partir du lycée, c'est de dire à ce moment-là, on a peut-être un contact avec les agriculteurs pour dire qu'est-ce que vous voulez. Parce que demain, je vais te dire, je prends n'importe quel exemple, mais le gars qui aura fait une formation sur tomates, qui sait les tailler, sait les attacher, il va venir... à la rigueur, moi je suis un petit peu à le prendre sur le tas. Je ne vais pas lui demander est-ce que tu as un beau diplôme là qui va faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez entendu, je vous expliquais de manière brute, quand un gars vient me demander du travail, je lui dis mais qu'est-ce que tu sais faire? Ben moi monsieur, j'ai été au lycée Rocard et puis vous savez, je suis capable de tailler des tomates. Bon ben voilà, il a un boulot qui va lui prendre la journée. Il va s'occuper de l'exploitation de tomates qui est extrêmement grande, mais c'est un exemple. Ça, aujourd'hui, j'ai pas. Donc, le gars, c'est moi qui est en train de lui faire de la formation parce que je l'ai pris comme ça. Mais du coup, à la Chambre d'agriculture, peut-être que ça pourrait évoluer. Vous organisez des formations en alternance, des formations continues, avec un accompagnement derrière. C'était exactement ce que nous disait Reynald Ouachetine, qui était assis à la même place, qui a suivi ces cursus-là tout à l'heure. Est-ce que ça, finalement, ça ne peut pas être plus efficace pour tranquillement accompagner les gens dans ce savoir-faire qui sera, parce qu'ils auront plus connu que par le monde du travail et seront peut-être plus efficaces et auront des connaissances plus pointues finalement de ce que c'est que l'entreprise finalement. Ce qui est certain, c'est que sur l'alternance, a l'avantage effectivement d'avoir de la pratique, de côtoyer et d'apprendre des techniques plus diverses et plus variées qu'un lycée agricole qui a des contraintes et qui ne peut pas forcément apporter toute la diversité. Et c'est vrai que quand l'alternance a des niveaux plus élevés que CAP, aujourd'hui ça manque beaucoup au monde agricole, on est la seule structure, enfin le seul secteur qui est vraiment cantonné au niveau CAP, c'est dommage, parce que je pense qu'à un niveau bac, un niveau supérieur, l'alternance, c'est le contact direct, comme le dit Guy, avec l'entreprise et le système scolaire. Et on peut acquérir des compétences techniques métiers au contact de l'agriculteur, l'alternant qui forme. Et ça, je pense que c'est une vraie voie, mais aujourd'hui, on n'est pas en mesure de le faire. Alors on va continuer sur ce débat dans quelques minutes, on va marquer une petite pause, débat absolument d'importance, hein, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'agriculture, qui est absolument un domaine essentiel de notre société, devienne un filon d'avenir. Pour ça, il faut des jeunes, il faut intéresser des jeunes et il faut fournir de la main d'œuvre aux entreprises et aux agriculteurs. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, on continue juste après ça. C'est une vraie question. Face à l'île verte, les collines de la pointe de Nessadiou abritent les chèvres d'Olivier Claude. Ce retraité produit depuis une dizaine d'années ces petits animaux d'élevage. Il y a une trentaine de mères, 2 reproducteurs
et quelques autres bêtes castrées sur une vingtaine d'hectares en 7 enclos pour pouvoir faire tourner les bêtes pour le parasitisme et pour la nourriture. Ça permet d'éviter qu'elles se fassent parasiter par les strongles et autres parasites intestinaux. Allez, on va aller les voir. Ce matin, cet adhérent à l'UPRA aux vignes caprines a de quoi se réjouir. Certaines femelles ont mis bas après une période de gestation de 5 mois. Ils sont nés ce matin. Viens mon petit, voilà. Donc on essaie. Vous voyez, c'est un petit mâle. Et le père est un pur boer de Nouvelle-Zélande. Ce qui est exceptionnel, c'est des triplés. Alors voilà la maman. Vous voyez, elle a encore la délivrance. Oui, là, c'est la première génération de boer dont le père est pure race de Nouvelle-Zélande. Il est arrivé au mois d'octobre l'année dernière. Et ce sont ses premiers petits. Alors là, je vois les gros mâles sont en bas. Khalif, viens, allez, viens. Le géniteur, le voici. Un bouc âgé de 2 ans. Alors voilà le bouc boer, Khalif. C'est une belle bête, c'est bien adapté lui. Au total, ce sont 21 femelles et 5 mâles de race Boer qui ont été importés de Nouvelle-Zélande l'année dernière. Une amélioration génétique rendue possible grâce au travail d'accompagnement de l'UPRA aux vignes caprines. Mais ce sont des qualités bouchères, c'est des carcasses beaucoup plus grosses que les chèvres habituelles. Ce sont des chèvres à viande, c'est pas du tout pour le lait. Une prolificité aussi, souvent des jumeaux, vous avez vu là, des triplés. Ensuite, une rapidité, une croissance beaucoup plus rapide. Alors ça permet par exemple que les petits atteignent le poids de vente entre guillemets 1 mois plus tôt. Élever des chèvres se révèle être le moyen le plus rentable pour valoriser des petites surfaces, pauvres en pâturage, avec une faible pluviométrie. Alors une fois par mois, l'UPRA rend visite aux éleveurs pour effectuer un contrôle de performance. Au fil des années, avec la structuration des élevages, les éleveurs ont récupéré ce qui existait un petit peu dans les troupeaux à l'origine. Donc effectivement, comme on le voit, ce sont des animaux de petit gabarit. L'avantage de ces animaux, ça a été surtout le caractère de rusticité, d'adaptation aux conditions d'élevage. Et l'intérêt de travailler à partir de ces animaux, ça a été justement d'améliorer la productivité du troupeau et également en termes de conformation bouchère. Debout avec le soleil, sur mon cheval je mets la selle. Je galope comme si j'avais des ailes. Tous les taureaux ont peur de mon lasso. Sur ce champ de foire de la 43e foire de Bourail, et j'aime autant vous dire qu'il y a à peu près autant d'ambiance autour de la table que dans l'ensemble de la foire. On parle d'un sujet qui fait débat autour de cette table ronde qu'on a organisée pour se poser la question de savoir si la terre, finalement, travailler la terre, pratiquer les métiers agricoles, est-ce que c'est un filon d'avenir? Pour parler de cette question cruciale, on reçoit Guy Boulin qui est maraîcher, ex-patron d'une société laitière, Yannick Couette qui est directeur de la Chambre d'agriculture, Xavier Benoît qui est président de la FINC et Marie-Noël Aïssobéry qui est directrice du lycée Michel Rocard. Rebonjour à vous tous et encore merci à vous d'être là. Alors là, depuis tout à l'heure, on fait un constat qui est quand même assez négatif entre les relations entre la formation, les formés et les besoins. Mais depuis hier, nous, on réunit des plateaux de gens qui ont travaillé dans la fonction publique, qui ont été policiers, infirmiers, enseignants et qui ont décidé à un moment de retourner travailler la terre. Comment est-ce que ces personnes-là, elles sont soit accompagnées, soit détectées, encouragées à continuer dans cette voie-là pour pouvoir les mettre d'une volonté de reconversion à les outils dans la main et allez, on y va, on plante quoi. Ça, c'est peut-être une question pour vous, directeur de la Chambre d'agriculture. Pour vous, alors Marie-Noël Aïssobéry, directrice du lycée Michel Rocard. Au lycée Michel Rocard, nous avons également des centres de formation pour adultes où là, on a ce genre de profil, des gens
qui ont fait 36 métiers, qui se découvrent une passion pour l'agriculture, qui veulent une formation et qui nous arrivent déjà avec un projet d'installation. Et là, comme je vous disais, on a une formation de brevet professionnel qui va démarrer en octobre sur les métiers du maraîchage et de l'horticulture. Donc on va pouvoir en envoyer chez Guy pour pouvoir, qui vraiment, eux, suivent la formation de 9 mois, arrivent avec un diplôme et après ils s'installent. Ils s'installent. Voilà. Ils ne sont pas là pour aller rentrer dans les rangs des ouvriers, des employés. Ce sont des adultes. On ne peut pas demander à un jeune de 3e déjà d'avoir une vision de son parcours professionnel quand il rentre au lycée agricole. De plus, pour une précision, au lycée agricole de Pointe-Boute, nous n'avons pas de formation spécifique en formation scolaire dans la partie maraîchage. Voilà. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Parce que le ministère, jusqu'à présent, c'est vrai que toute la partie maraîchage en Nouvelle-Calédonie, c'était plutôt la partie élevage qui était pourvoyeuse d'emplois. Et nous n'avons pas encore, mais les formations évoluent en adéquation avec la demande des professionnels. Donc pourquoi pas un bac pro en horticulture ? On a un nouveau bac pro en aménagement paysager pour répondre aux besoins des entreprises. On a un bac pro en service aux personnes pour répondre aux structures d'accueil. Donc pourquoi pas en horticulture. Yannick Couette, du côté de la Chambre d'agriculture, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça ? Et c'est une tendance réelle qu'on n'observe pas qu'en Calédonie. Les néo-ruraux, des gens qui viennent, qui ont un parcours professionnel et qui se tournent vers la terre. Souvent, ils viennent avec des projets assez clairs et mûris. Et du coup, la formation, les CFPPA sont tout à fait adaptés pour ça, pour formation pour adultes. Mais ce sont des chefs d'exploitation. Ils s'installent à la terre et ils ne sont pas salariés comme vous l'avez dit. Donc, en tout cas, c'est une tendance qu'on retrouve aussi en métropole. Il y a beaucoup de gens qui ont ce profil-là. Et on l'encourage à condition que ce soit des métiers effectivement qui leur permettent de vivre dignement de leur métier derrière et qui soient complémentaires avec ce qu'il y a en agriculture ou ce que font les agriculteurs déjà. Donc c'est plutôt une chance d'avoir des gens qui reviennent à la terre. Et alors de façon plus globale, en sortant un petit peu du cadre de la formation, est-ce qu'aujourd'hui, oui, se lancer dans l'agriculture, faire des formations dans le domaine de l'agriculture, est-ce que c'est viable ? Est-ce que c'est un terrain, un filon d'avenir ? Est-ce qu'on aura du travail tout au long de sa vie si on se lance dans ces filières-là ? Qu'en est-il au niveau de la fin, Xavier Benoît ? C'est un secteur qui est porteur aujourd'hui ? En tous les cas, dans le cadre de ce modèle qui est en train de se reconstruire dans le monde, tout ce qui est agroalimentaire, ce sont des secteurs d'avenir, indéniablement, parce qu'effectivement, les gens sont beaucoup plus vigilants à ce qu'ils veulent manger et à ce qu'ils mangent. On s'aperçoit qu'on a besoin effectivement d'assurer les sources d'approvisionnement pour les populations et que la mondialisation a un peu passé l'époque de ses beaux jours aujourd'hui. Donc oui, c'est un secteur d'avenir indéniablement aujourd'hui. Et puis, je pense qu'il faut qu'on repense la manière de former et dans la question que vous posiez par rapport à cet exemple de gens qui reviennent sur des métiers de l'agriculture, c'est aussi la question de comment on fait de la reconversion en Calédonie pour les populations. Prenons un exemple là, qui pourrait un peu choquer tout le monde. Demain, le site de Doniambo ferme. D'accord ? On a 800 personnes à mettre en reconversion. Comment on fait de la reconversion par rapport au site, par rapport à sa population ? Et aujourd'hui, ce sont des outils qu'il faut qu'on développe en Calédonie. Ils sont indispensables. Alors, il ne faut pas croire que le monde de demain sera le même monde que le monde d'hier. Et donc, la reconversion, c'est un outil qu'il faut qu'on développe. Et on a un bel avenir. Et on a un bel avenir dans cette reconversion, dans les métiers liés à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Et tout à l'heure, au plateau qu'on avait avant, il nous disait oui, alors c'est un métier d'avenir, c'est un filon d'avenir, mais par contre, il faut aussi s'adapter aux changements, justement, parce que les ressources s'amenuisent, notamment en eau, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les formations qui sont sur le territoire, elles sont à la hauteur, finalement, de ce changement qui est en cours ? Bien sûr, puisqu'au ministère de l'Agriculture, nous sommes obligés, comme on dit, d'enseigner à produire autrement. Donc là, maintenant, tout ce qui est agroécologie fait partie entièrement des formations des élèves, avec toutes ces composantes climatiques, changement climatique, plus de pesticides ou beaucoup moins de pesticides. Et donc, toutes nos exploitations, nous, agricoles, parce qu'au lycée agricole, nous avons une exploitation de 180 hectares qui
est en agriculture raisonnée. Donc on est à la hauteur pour subir ce changement. Bien sûr, tout à fait. Et les jeunes sont formés et sont très sensibles à ce côté de l'agroécologie. Du côté de la Chambre d'agriculture ? Pareil. Hein. Oui, bien sûr. Ça vous encourage quand même. C'est un challenge permanent parce que la société, on voit bien que la société, les attentes ont évolué énormément. Donc je pense que Guy ne pratique pas l'agriculture tout à fait de la même façon que quand il était jeune. Il était jeune quand il a commencé. Il a eu plusieurs vies, Guy, je crois, mais quand il a fait de l'agriculture. Et donc, oui, et l'agriculture de demain, le modèle, il change. Donc on doit s'adapter, les formations doivent s'adapter, ce que fait le lycée agricole. Et c'est un challenge permanent. De toute façon, c'est le maître mot des agriculteurs. Hein. Il vit avec son environnement qui bouge. Hein. Guy Moulin, vous n'êtes pas dans la partie agricole depuis 15 jours, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, comme on va dire. Quand vous voyez cette évolution un petit peu, quand on dit que l'agriculture, si elle veut être viable, elle doit se modifier, mais en profondeur. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ça ? Oui, mais je pense qu'il faut faire attention aux modifications, profondeur, ça. C'est beaucoup de mots. Après, il faut juger par les actes et par les résultats. Donc je crois, aujourd'hui, déjà je voudrais dire pour la formation, il faut savoir qu'il ne faut vraiment pas que lorsque un jeune vient, qu'on lui fasse croire que s'installer à l'agriculture, ça va être facile. Dès qu'il aura son diplôme, il va pouvoir s'installer. Ce n'est pas possible. Parce que même si on a un qui s'installe, le propriétaire pourra faire vivre jusqu'à 40 ou 50 employés ou ouvriers. Hein. Mais il y a une partie, 1 sur 50 ou 2%, qui vont pouvoir être à s'installer dans l'agriculture. Ça sera difficile ça, mais à la rigueur, on peut compter comme ça. Les autres, il faut qu'ils se contentent d'une place de salarié à différents niveaux du salarié. Hein, ils vont être ouvriers agricoles, ils vont être un petit peu plus haut, encore un petit peu plus haut, jusqu'à chef d'exploitation, etc. Mais c'est ça, c'est le schéma. Après, sur l'agriculture, je voudrais dire, à un moment donné, il faut faire attention parce que on a aujourd'hui, moi je pratique de l'agriculture conventionnelle, je vous dis, on est pourvoyeur d'emploi de manière très forte. Hein. Je crois qu'on est le plus gros employeur du territoire. On est aussi, bien entendu, si on est le plus gros employeur du territoire, on est aussi les producteurs qui en font le plus. Et il y a à peu près 5 ans, on a parlé de l'autosuffisance alimentaire. Je pense que depuis 5 ans, on n'a pas augmenté nos productions, mais on les a plutôt diminuées. On s'est, à un moment donné, on s'est fixé comme objectif à tout prix d'aller vers effectivement du bio. Donc je pense que ça, je l'ai toujours dit, hein, je ne suis pas un anti-bio ni anti-autre. Mais il faut laisser la place à tous les agriculteurs parce que dans le monde, et notamment en métropole, ça mettra un certain temps pour y arriver. Mais nous, l'objectif immédiat, c'est de satisfaire pour être en autosuffisance alimentaire. On voit bien qu'avec le Covid-19, on aurait pu avoir, ça aurait pu être grave. Hein, donc aujourd'hui, je prends pour exemple, mais il en est témoin, parce qu'ils me connaissent bien, si je cesse de produire, je peux dire la seule solution, ça sera l'ouverture à l'import. Et l'ouverture à l'import, ça veut dire qu'aujourd'hui, les produits qui viennent et qui sont importés d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, puisque c'est la seule destination, ne sont pas conformes au niveau sanitaire à ce qu'on a aujourd'hui dans le pays. Donc que les gens sachent bien ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture telle qu'on la pratique nous, elle est satisfaisante au niveau sanitaire. Mais si aujourd'hui on n'arrive pas à être autosuffisant en Calédonie, ça veut dire qu'on va ouvrir les portes. Et là, on va devoir apporter, vous l'avez mis à la Chambre d'agriculture, un grand panneau indiquant le pourcentage de bancs. Merci. Guy Moulin, je suis obligé de vous couper, on arrive malheureusement au terme de cet entretien. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été là, d'avoir répondu à une question, cette question qui est cruciale, qui est fondamentale, de savoir si le travail de l'agriculture est un filon d'avenir. Oui ou non. On n'a pas vraiment répondu à cette question. Enfin, si on a répondu comme quoi c'était une terre à filon d'avenir, mais on doit quand même la modifier. Comment tout ça. On aurait pu aller encore plus loin, mais malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Donc, merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été là. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir. Allez, on fait une petite pause et ensuite ce sera le moment des remerciements. Vous auriez dû faire. Ah bah voilà. J'aurais eu. Je suis un costaud.
bar à la pêche, c'est comme un bon coup de fête. Surtout je n'oublie pas les topettes sur les cailloux ou bien même dans la boue. Je m'en fous, je mets la scène n'importe où. I am a sweet car little boy and a long way from home. I'm a poor lonesome cowboy. Je suis un car little boy, un enfant du caillou. Moi je suis né à Messariou. Les chiens bleus dans le Toyota, mon flingot et mes bottes. J'aime claquer un cadet dans les côtes. Ouais, c'est vraiment la belle vie en Nouvelle-Calédonie. Vas-y, c'est parti, mon kiki. Je suis un car little boy, un enfant du caillou. Moi, je suis né à Messariou.